Bonjour à tous, bienvenue à cette projection de Sous le soleil de Satan, film qui a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes dans une ambiance un peu houleuse. On en parlera peut-être avec Sylvie Piala qui nous rejoindra à l'issue de la projection et avec laquelle donc nous discuterons longuement de la conception et de la réalisation de ce film. Réalisation à laquelle elle a énormément participé, donc elle nous racontera tout ça, donc ça sera tout à l'heure, après la projection. Juste vous dire que demain, à 14h30, Mathieu Amalric lira le roman de Maurice Pialat, qui s'appelle Nous ne vieillirons pas ensemble, comme le film, et qui donc a débouché sur la réalisation du film. Ça sera en salle Franjus, pas dans cette salle, dans la petite salle en bas, donc à 14h30. Et puis Sylvie Piala, mais je vous le redirai tout à l'heure, après avoir discuté avec nous de Sous le soleil de Satan, présentera le documentaire de Anne-Marie Faux et Jean-Pierre de Villers, qu'elle a produit, d'ailleurs c'était l'une de ses premières productions, qui s'appelle Maurice Pialat, L'amour existe. Voilà, bonne projection. Bien, on se voit tous les jours comme ça. Parfait. Donc bonjour Sylvie Piala, merci beaucoup d'être avec nous pour cette conversation après Sous le soleil de Satan. Est-ce que, puisque tu es crédité au scénario, j'espère bien, c'est moi qui l'ai fait. Quand même. Après Bernanos, je veux dire. Voilà, et que Maurice Pialat s'est réservé l'adaptation du dit scénario au générique de fin. Est-ce que pour lui c'était un projet ancien? Alors, en fait, ce projet, il est né d'un vendeur chez Gallimard. Donc c'est une librairie où j'allais souvent, où on allait souvent. Et il y avait un vendeur avec qui nous étions plus proches, enfin, avec qui on discutait chaque fois qu'on y allait. Et un matin, je lui ai acheté un livre. Et il me dit j'ai lu une interview de Pialat il y a longtemps qui il disait qu'il avait eu envie d'adapter Le soleil de Satan. Et il me dit mais ce serait tellement bien qu'il fasse ça, etc. Alors moi, j'avoue, je n'avais pas lu Le soleil de Satan. Enfin, je n'avais pas lu Le soleil de Satan du tout. Et donc je rentre à la maison et je dis à Maurice, tiens, tu sais, le vendeur que t'aimes bien, là, il a lu l'interview que tu disais, là, et il disait que ce serait une bonne idée que tu... Et il me dit, parce que, donc je l'ai dit hier, mais pour ceux qui étaient là hier, mais Maurice n'avait jamais le film d'après prêt. Donc le film d'après était quelque chose qui arrivait difficilement. Même s'il n'était heureux qu'en tournant, il était aussi très heureux sans rien faire. Donc il y avait plein d'idées, mais pas le truc tout prêt pour tourner vite. Et donc il me dit, lis-le, tu me diras. Alors je lis. Et je suis, j'avoue, emballée. Hein. J'avais lu Mouchette, j'avais même lu des Carmélites, mais je n'avais pas lu du tout Sous le soleil de Satan. Et donc, j'ai beaucoup aimé le livre, donc je lui dis, et on en parle à Toscan du Plantier, qui était vraiment l'interlocuteur, qui lui aussi cherchait désespérément qu'est-ce qu'on pourrait faire après, en l'occurrence après Police. Et je lui dis, Daniel, là, faut qu'on, si ça vous va, on y va à fond. Donc on dîne, on fomente un peu le truc, genre on sait pas parler, mais franchement, et puis donc, finalement, le soleil de Satan arrive sur la table, c'est qu'elle de le dire, et puis voilà, on rentre à la maison et Maurice me dit vas-y, essaie de l'adapter, puis si ça vient bien, on verra. Voilà. Mais
c'est un livre qui lui avait plu quand il avait 20 ans, en fait. C'était ça, d'ailleurs, l'interview qu'avait lu. Ça avait été un choc pour lui, ce livre de jeunesse. Et puis l'adaptation est quand même très bienvenue, parce que moi, la première surprise, c'est... Je sais que Balzac, par exemple, est un grand dialoguiste très facile à adapter. Et Simenon, qu'on adore, on a l'impression que ça va prendre... je sais pas, quelques semaines pour adapter un bouquin de Simenon. En fait, il n'y a rien dedans. C'est toutes les sensations. Et quand vous y mettez... Ben, en fait, faut tout inventer. Enfin, faut tout inventer. Faut vraiment énormément travailler, retravailler. Et puis c'est daté aussi. Ben, donc, bref, on avait essayé déjà d'adapter un Simenon. Et là, il y avait quelque chose de facile, en fait. En fait, il y a tout dans Bernanos, que ce soit les dialogues, le rapport à la chair, aux sentiments. Et donc, l'adaptation est venue assez facilement. Et voilà, donc Maurice était content, puis donc on a avancé, puis on est arrivé à un script. Et voilà. Et donc... donc tout s'est mis un peu en branle, et puis on a commencé à préparer, à financer ce projet. Et à l'époque, Maurice regardait pas mal la télé. Et il disait, ouais, le problème c'est que là, on est quand même très loin des oiseaux se cachent pour mourir, qui est quand même le truc qui plaît aux gens. C'est-à-dire qu'il faut que le mec couche avec la fille, quoi, en fait. C'était quoi, un feuilleton? Oui, un feuilleton, mais je sais pas. Non, personne ici, vous êtes trop intellectuel. Ah, si, voilà. Donc c'était un feuilleton qui avait un succès énorme, avec cet acteur dont j'ai forcément oublié le nom. Voilà, Jean Verlin. Ah bah oui, quand même. Et donc il me disait, oui, tu vois, ça s'appelait parce qu'il y a une histoire d'amour entre le curé et la fille, et nous, la seule scène qu'il y a avec Mouchette, c'est pas du tout ce truc-là. Et d'ailleurs, il y a une version tournée dans le bonus des DVD, si vous voulez la voir, je crois qu'on l'a mise, où Gérard, et la scène que moi je trouve sublime, le long du mur entre deux. On a fait une première version qui n'était pas du tout comme ça, qui était genre Les oiseaux se cachent pour mourir, qui est terrible, et on l'a retournée. Et donc voilà, bon, enfin, c'était aussi, comme Maurice aimait qu'il y ait du public pour voir ses films, évidemment, il disait, putain, avec nos deux curés, on est mal partis, quoi, enfin bon, bref. Et voilà, après... je peux continuer de tout. Il faut que tu me poses une question. Moi, j'enchaîne. Je t'interromprai. Donc après, évidemment, Depardieu était comme ça une évidence. Enfin, Depardieu, parce que donc, c'est très inspiré du curé d'Ars, qui s'appelle Vianney. Ce roman de Bernanos, c'est donc évidemment un mec en jeûne, etc., complètement dédié à sa vocation. Et donc Gérard était censé maigrir. Il sortait des compères, je crois, ou quelque chose comme ça, ou peut-être le troisième encore après les compères. En tout cas, voilà, et on l'avait vu, on s'était dit, waouh. Il avait dit, non, mais t'inquiète, je maigris. Et puis, donc, premier jour de tournage, premier jour, là, il arrive quand même 15 jours avant, et là, on va arriver à 150 kilos, un truc énorme et tout, aucun costume ne va, on fait faire à toute allure sur mesure les soutanes, et il est corsetée, mais comme une femme du XVIIIe siècle dans le film. Et je me souviens une des premières critiques à Cannes. Il y a un plan où Maurice disait, on dirait une montgolfière. C'est celui où il a la chasuble blanche. Là. Je crois qu'il est encore dans le film de profil. Il disait, il va s'envoler. Et la première critique à Cannes, elle dit, l'ayatollah obèse. Et en fait... chaque fois que je revois le film et qu'il y a ce fameux plan qui est dans votre bande-annonce, mais qui est dans le film aussi, évidemment, où il monte comme ça. Et on a l'impression qu'il a fondu, alors que pas du tout. Mais au bout d'un moment, il y avait la grâce, quand même, de... Voilà, donc bref, tout ça, c'était beaucoup de choses qui étaient pas tout à fait au point pour faire le film, quoi. Mais Sylvie, pas tout à fait au point. C'est un peu un pari, en revoyant le film en fait, et en ayant revu quelques films de Maurice Pialat depuis le début de la rétrospective, je me disais que c'était un pari un peu insensé quand même. C'est-à-dire comment faire entrer cette langue, ces dialogues de Bernanos, je ne sais pas si tu les as touchés beaucoup, ça tu vas nous le dire, mais
dans l'écriture cinématographique de Maurice Pialat, qui peut sembler quand même, mais à des années-lumière de ça. On dit toujours Pialat, c'est la tradition réaliste française, la tradition naturaliste, c'est Pagnol, c'est Renoir, c'est des gens comme ça. Et puis là, tout d'un coup, Bernanos, il s'agit de nous montrer des miracles à vue, enfin sans effets spéciaux. Oui, mais enfin, alors, bizarrement, vous pouvez essayer chez vous si vous avez le DVD ou quoi, ou le livre, ça vient super bien en bouche, Bernanos. C'est une langue qui est... Moi, je dis vraiment, je sais qu'il n'est plus du tout lu, ou très peu, et vraiment, moi, du coup, je me suis tout enquillée après. Mais c'est vraiment... il est très sensuel, en fait. Évidemment, paraît bizarre pour un cure-dent, quoi, mais... C'est très... Ça vient bien, c'est des bons mots, c'est pas des phrases alambiquées, et aucun acteur n'a eu de mal avec cette langue. Maurice, parce qu'au départ, c'était pas lui qui devait jouer le Mano Secret, au départ. Et puis, alors je sais pas si on a trouvé personne, parce que finalement il voulait quand même le faire, ou si Gérard avait très envie qu'il le fasse. Mais moi j'ai passé des centaines de kilomètres avec la cassette dans la bagnole avec le texte, et finalement ce texte il vient bien. Donc ça c'était pas le problème. Le problème du miracle c'était un vrai sujet. Parce qu'à quelques semaines de partir dans le Nord, parce qu'on a fait beaucoup de repérages, donc on s'est installé là-bas très longtemps avant, et c'était le miracle le problème. Le diable et le miracle, les deux, enfin forcément. Et donc, le miracle, il me dit, bon, on va aller voir Ordette, qui passait dans un cinéma, Ordette de Dreyer, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, voyez-le, parce que c'est quand même un film assez merveilleux. Et il me dit, donc que je n'avais pas vu non plus, moi, jamais. Et lui, il avait un souvenir lointain. Et donc, on va voir Ordette. Et il me dit... quand on va sortir de ce film, je tournerai ou je ne tournerai pas Le Soleil de Satan. Bon, donc on voit le film. Et on sort et il me dit je vais le tourner. Et là je me dis quand même, est-ce que tu peux me dire finalement pourquoi? Parce qu'il dit, parce que dans la scène du miracle, je croyais qu'il n'avait pas coupé, mais il l'a coupé. Et donc moi je vais le tourner, pas forcément sans couper, mais ce n'est pas l'inatteignable. Alors que pour lui, le miracle d'Ordette, qui est magnifique, était peut-être inatteignable. Bon, voilà. Donc ça réglé, bon, le diable, c'est autre chose. Ça a été réglé par Yann Dedet dans une colure de montage. C'est-à-dire qu'il a disparu miraculeusement, parce qu'on n'a pas réussi à le faire disparaître dans le plan. Ah oui, simplement, il n'est plus dans le plan. Ah bah, il est plus dans le plan, mais c'était... Maurice est parti après cette scène qui était très compliquée à tourner. Très, très compliquée, très dur pour l'acteur, très dur pour tout le monde. Et il est parti du tournage en disant, bah, le film est raté, donc voilà, salut, il est rentré à Paris. Et on montait à Montreuil-sur-Mer en même temps, ce qui n'était pas toujours le cas sur les films de Maurice. Et il dit, bah... Vous m'appellerez si vous avez trouvé une solution pour cette séquence ratée. Et donc on a passé 48 heures, presque 3 jours, à monter cette séquence pour lui prouver que c'était possible. Oui, c'était ça le deal, c'est-à-dire qu'il avait quitté le tournage, et toi, Yann Dedet, qui joue le médecin... Oui, qui joue le médecin, et l'assistante monteuse, enfin on s'y est tous mis. Vous avez monté cette séquence de la rencontre avec le diable, le marchand de bestiaux. Pour qu'il revienne. et en fait, soit elle tenait debout et Maurice Pialat continuait, soit elle était ratée et ça s'arrêtait là. Oui, enfin bon, c'est ce qu'il nous a dit. Enfin, il était voilà, très déçu de cette séquence, et donc, mais bon, il serait revenu. De toute façon, il y a un moment, comme il disait, quand je m'en vais, il n'y a qu'une seule personne à qui ça porte tort, c'est moi. Enfin bon, en attendant, on a monté cette séquence qui n'a jamais été retouchée après. Mais voilà. Alors, ça, c'est une question intéressante. C'est pas tout à fait un détail, parce que cette séquence de la rencontre du diable dans un chemin creux, disons, elle est quand même essentielle. Et alors, c'est pour moi un peu un mystère, on en a déjà parlé à propos de Police. À chaque fois qu'on me dit qu'un comédien s'est mal entendu avec Maurice Pialat, je le trouve extraordinaire dans le film. Alors, dans Police, évidemment, c'est Anconina,
Je trouve que quand même c'est difficile de le trouver mauvais, franchement. Et là, c'est quelqu'un que je connais, il se trouve, c'est Jean-Christophe Bouvet, qui est un bon camarade. C'est toujours pas son sujet de conversation préféré, hein, voilà. Donc ça s'est mal passé, on peut dire. Mais est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Parce que quand on voit le film, lui et Depardieu, qui visiblement ne se sont pas bien entendus, là encore, c'est difficile de les trouver mauvais. Mais l'un comme l'autre, c'est difficile de trouver Jean-Christophe Bouvet mauvais dans cette séquence. Non, mais il est exceptionnel dans la séquence. Mais bon, il faut quand même savoir une chose qui est une règle générale dans le cinéma, c'est qu'on se défonce beaucoup plus à rendre quelqu'un de mauvais bon qu'à rendre quelqu'un de bon encore meilleur. On passe beaucoup plus de temps quand quelqu'un est plus faible à le monter. Et donc, effectivement, il reste la substantifique moelle de son jeu, quand c'est possible. Mais c'est beaucoup plus de temps. Et souvent, on se dit à la fin, on aurait quand même dû passer beaucoup plus de temps sur cette personne qui est formidable, parce que du coup, on lui laisse même des petits défauts, parce que c'est tellement formidable qu'on s'attache beaucoup moins à le rendre encore meilleur. Mais... Donc ça explique pas mal de choses. Pour Anconina, il est vraiment génial dans Police. Ça s'est pas bien passé, c'est sûr, c'était très compliqué pour lui, mais c'est pas le montage qui l'a rendu bon. Bouvet un peu quand même. C'est vraiment... mais c'est vrai que cette séquence était... C'est tellement du fantastique à un niveau où Piala ne peut pas s'élever quand même, que évidemment il partait perdant. Enfin, je veux dire, c'était vraiment le rôle le plus compliqué de certaine façon à assumer. C'est-à-dire qu'on voit bien que celui qui recueille Gérard après a tout l'amour de Maurice, et que Bouvet ne peut pas l'avoir, parce qu'il ne peut pas l'avoir parce qu'il est dans le rôle de quelqu'un qui n'existe pas, en fait. C'est ça qui explique, je pense. Et en même temps, enfin, j'ai presque envie de dire, heureusement qu'il a fait ce film, parce que je pense Maurice Pialat est toujours ramené à ce naturalisme, ce qui est vrai aussi. Il en vient, c'est son truc, éviter le cinoche, rendre le réel dans sa complexité, dans sa dureté. Tout ça, c'est des questions qui l'occupent. Et en même temps, il y a un côté fantastique. Ah oui, c'est sûr. Ça, tu es d'accord avec ça? Oui, mais même quand on voit les courts-métrages, tu verras Isabelle Audombe et tout ça, il y a une attirance vers ça. De toute façon, quand t'aimes le cinéma, quand t'es jeune, évidemment que ces films qui se passent, c'est quelque chose qui t'attire énormément. Tu mesures aussi la complexité que ça va être d'y aller. Mais je crois pas que Maurice était... Je pense pas qu'il se soit vécu comme naturaliste, pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un, quand il montrait quelque chose qu'il avait vu, puisqu'en fait, grosso modo, il y a une enfance, et tout vient de là. Donc, évidemment, c'est des choses qu'il a vues, et donc qu'il cherche à rendre comme il les a vues, une fois adulte. Ça, c'est une chose. Mais après, l'attirance vers ce qu'il aurait envie de faire au cinéma, je pense qu'il y a énormément. Quand je vois ses goûts, par exemple, pour des films, par exemple Predator, pour lui c'est un chef-d'œuvre, tu vois. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il aurait adoré faire. Le truc aussi, c'est que très vite, il a compris qu'il n'aurait jamais les moyens aussi de faire ce cinéma-là. Ou un cinéma à grande figuration, voilà. Donc, il y a un moment, tu es aussi réduit à ce qu'on t'a autorisé à faire. Mais, voilà. Mais c'est vrai que ça dit autant de Maurice d'une certaine façon que... Puis bon, il a été élevé quand même dans le catholicisme, enfin, je veux dire, pas... Mais vraiment, tout ce qu'il a vu... Il est né dans une mairie communiste à Montreuil, et c'est le patronage qui l'a entièrement formé au cinéma. Donc, tu vois, il y a déjà cette... Et alors, dans le cinéma français, quand on dit Bernanos, on pense quand même à un autre cinéaste un peu intimidant, voilà, parfois, qui s'appelle Robert Bresson. Alors, quel rapport à ça? C'est-à-dire que le journal d'un curé de campagne, Mouchette, bien sûr, c'est des films qu'il connaissait, qu'il admirait, qui pouvaient être, inhibants ou pas du tout? Admirer, c'est sûr, connaissait évidemment, et grande admiration pour Bresson, mais pas, je pense pas intimidant. Non, je pense que c'est... Enfin, pour lui, c'est un immense cinéaste, parce qu'on lui avait posé la question un jour,
c'est qui pour vous le plus grand cinéaste? Et il avait dit Vivant, et on lui avait dit oui, il avait dit Bresson. Voilà. Mais qui n'était pas mort à l'époque. Mais oui, oui. Et après, sur la façon de faire jouer les gens, pas du tout la même. Enfin, il n'y a pas de façon, en fait, de toute façon chez Maurice, alors qu'il y en a une chez Bresson. Mais l'amour pour Bernanos, depuis, il y a un autre cinéaste qui a un grand amour pour Bernanos, c'est Dumont. Et Maurice, il n'y avait pas un amour pour Bernanos, je pense qu'il y avait vraiment ce livre choc quand tu as 16-17 ans et que ça te fait un choc. Enfin, on l'a tous eu. Après, moi... Mais c'est vrai, par exemple, je vais te dire un truc, hein. C'est filmé ici, hein. Non, je vais pas le dire. Non, c'est pas filmé, c'est enregistré. Ah, encore pire. Moi, je te dis la vérité, oui, il devra rester quelque chose. Alors, vas-y, dis-nous un secret. Non, par exemple, c'est un secret personnel, pas du tout Maurice. Mouchette, moi je suis dingue du film, dingue de l'actrice, dingue de tout. Et ben évidemment qu'après Sous les attentes, je me suis enfilé tous les... avant même de tourner le film. Et donc j'avoue que j'avais rien lu. Hein. Et je lis Mouchette. Le livre, il est tellement fort que je dirais quand même qu'il est plus fort que le film. Sur Mouchette, en fait. Parce qu'il y a un truc incroyable chez Bernanos c'est que, en fait, dans le viol, en plus qu'il y a un sujet vraiment... C'est hyper ambigu chez Bernanos. C'est très beau parce qu'elle est amoureuse. Et c'est vraiment là, alors là, la notion de consentement... Enfin, c'est génial parce qu'elle est là dans le livre et ben dans le film, il n'arrive pas à rendre cette subtilité qui est dans le... Voilà, moi je suis folle du film, hein, je le redis, mais la puissance de Bernanos, c'est assez incroyable sur des sujets où on ne l'attend pas du tout, et notamment dans Mouchette, c'est fou, il y a un rêve qui est un film. Enfin, vraiment, si je peux donner envie à quelqu'un de lire Bernanos, et il a écrit 2 fois le même livre, une fois pour Série Noire et une fois pour... pas la Série Noire, qui s'appelle Un rêve et un crime. C'est le même livre. C'est extraordinaire. La joie, c'est dingue. Et le curé Germano-Pratin avec le curé de campagne, c'est très, très... Lisez-le. Et je vous assure, c'est une découverte à faire pour ceux qui... Enfin, j'imagine bien qu'il y a un nombre d'entre vous qui a déjà lu tous ces livres, mais c'est vraiment... je le dis très tranquillement, puisque c'est tout ça, mais vraiment, c'est un truc de lecture incroyable, quoi. Sandrine Bonner en Mouchette, c'était une évidence? Évident. C'est le film de Voilà un autre grand rôle, alors que j'ai pas pu t'en proposer d'autres depuis À nos amours. C'est les retrouvailles. Oui, évident. Enfin, franchement, elle est dingue dans le film. Enfin, pour moi, Bonner, c'est inégalable ce qu'elle fait dans les 2 scènes, que ce soit avec le marquis Cadignan, enfin les 3 scènes, celle avec le médecin, où là, je pense, Yann Dedey n'est pas là, non, il viendra présenter une autre fois. Non mais on est encore en train de se demander quelle prise on prend, parce qu'il y en a 4 ou 5, et c'est tellement incroyable ce qu'elle fait avec le médecin. Enfin, on a l'impression qu'elle est égarée, enfin qu'elle est en lévitation. Quand elle dit baise-moi la main, tu viens de baiser la main de celui qui l'a tué. On pouvait se regarder en boucle toute la séquence comme ça sur elle. Je pense que Maurice vous en avait fait 4 ou 5 uniquement pour la joie et la jouissance de l'avoir joué. C'était fou. Et alors, elle est effectivement extraordinaire, en plus dans des scènes longues, difficiles, avec quand même des tartines de texte. Oui, des tartines. Voilà. La métamorphose. C'est-à-dire que là, on a revu et vu À nos amours il y a 3 jours. C'est presque... On a presque l'impression que c'est Maurice Pialat qui dit... Voyez la petite découverte là, comme ça, on avait fait du casting, elle était venue avec sa sœur et tout, on pensait qu'elle jouait elle-même, mais c'est une tragédienne. En fait. Oui, c'est fou. C'est pour ça que je disais hier aussi, en fait, le film qu'il avait envie de faire après Nos amours, c'était de tourner la pièce de Musset, parce qu'il trouvait qu'elle amenait quelque chose d'incroyable dans le petit extrait de Musset qu'elle faisait dans Nos amours. Et que pour lui, c'était une immense actrice déjà. Et oui, Satan, c'est fou. Et puis par ailleurs, alors, on en parlait tout à l'heure, moi ce qui m'épate dans le film, je ne sais pas comment dire ça exactement,
c'est la prise de risque sur la représentation. Parce que j'insiste, pardon, mais voilà, chez Bernanos, ces histoires de miracles, il y a Dieu qui est là ou qui n'est pas là, il y a Satan qui est en nous, etc. Et tout ça, il faut le filmer, il faut le représenter. Est-ce qu'il était conscient et est-ce qu'il en souffrait, est-ce que c'était difficile de se dire qu'on est presque tout le temps sur le fil du rasoir? C'est-à-dire que soit ça marche et ça vous emporte, mais ça peut être complètement grotesque aussi. Enfin. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Déjà, cette première séquence entre les deux, là, quand ils sont tous les deux, on a tourné 2 fois parce qu'on a changé de chef opérateur. Et, alors, quelle séquence où ils sont tous les deux? La première, où il fait toc 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 à la porte et oui. Ils arrivent. Après la tonsure, je veux dire. La première séquence, c'est la tonsure, mais après. Donc cette séquence qui est ultra bavarde, qui parle que de choses dont a priori tout le monde se fout, on l'a retournée à cause de la lumière, à cause de Maurice qui trouvait qu'il n'était pas bon, et donc au final, on a gardé, alors ça c'est un secret de fabrication, hein. On a gardé la première fois pour la lumière, et ils ont doublé la séquence tous les deux. Gérard c'est un génie, Sandrine c'est une génie du doublage, c'est-à-dire que si elle est enrhumée le jour où elle le fait, elle refait enrhumée même si elle est enrhumée, enfin... Les grands acteurs se doublent, mais Maurice, pas du tout. Pas du tout. Et surtout, c'est quelqu'un qui était tellement sur le son direct, et il a découvert, avec Sandrine Bonner, sur Un aux amours, la possibilité de doubler. Et tellement elle était douée. Et donc, là, la première séquence, elle est à l'image, mais c'est doublé. Tous les deux sont doublés, pour la rendre moins empoulée, plus vivante, etc. Parce que l'image était assez empoulée. Donc ça, c'est Luciano Tovoli qui a fait cette image-là. Mais après, il est parti réaliser son film, et donc c'est un autre chef opérateur qui est Willy Curon qui est venu le remplacer. Et ils ont retourné la séquence pour le jeu. Et puis finalement, voilà. Bon. Mais oui, c'était une grosse gageure, mais c'est-à-dire que quand même, finalement, quand on écoute tout, parce que c'est un film qui s'écoute, mais qui s'écoute facilement, je trouve, ça te parle. Mais je pense que c'est quand même la force de Bernanos, qui est évidemment cet écrivain catholique, mais il n'est pas bloqué, c'est ouvert, ça parle. Oui, je pense que moi, en tout cas, quand je l'adaptais, je me disais pas, oh là là, j'adapte un vieux machin, ça me parle pas. Non, c'était vraiment. Il y a un truc très vivant qui ressemble beaucoup à Maurice, quand même. Comment a été tournée la scène de la résurrection, si résurrection il y a, parce que c'est évidemment ambigu, du petit garçon, de l'enfant qu'il s'agit de rendre à sa mère, comme on dit dans le film. C'est ça. Bon, déjà, il y a une actrice extraordinaire qui n'avait jamais joué avant. Qui s'appelle Corinne Bourdon. Corinne Bourdon, qui était la femme du monsieur qui nous fournissait des charrettes et des chevaux de train et tout ça, dans le Nord. Et il y a cet enfant, je me souviendrai toujours de Gérard arrivant, voyant le gosse et disant ah, je croyais qu'il était beaucoup plus petit. Parce que. Voilà. et c'est pareil, rien ne va. Donc l'enfant est trop lourd en fait. Gérard est trop gros, l'enfant est trop lourd. Mais alors là, Maurice, il n'a pas canné du tout. Et en plus, Gérard, à l'époque, il n'est pas aux oreillettes, il est aux ardoises avec tout le texte écrit. Donc il y en a au plafond, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Ce qu'on appelle le mouchard. Le nègre, ça s'appelait, mais ça va plus s'appeler comme ça. Bref, donc c'est une ardoise avec écrit tout le texte. Et comme il y en a beaucoup, il y en a une là, une là, une là, il y en a partout. Et donc, il prend l'enfant, c'est vraiment l'épaule est jetée, hein. C'est-à-dire que il prend le môme, jusque-là ça va, et après c'est le lever, évidemment, qui est compliqué, tout en disant ce texte. Et voilà, alors là, pour le coup, Maurice n'a pas laissé du tout Gérard dire non, mais je peux dire tout le texte là, non. Donc voilà, puis on l'a fait plusieurs fois. Et l'enfant il est formidable.
En fait, l'enfant est trop lourd parce qu'on l'a trouvé formidable. Donc bon, c'est celui-là, c'est pas un plus petit, plus léger. Et oui, il y a même un truc encore plus fou sur cette séquence, c'est que quand il le prend comme ça, je sais pas si vous avez... Au son, il y a un bruit, on dirait l'océan, quoi, quand il enlève des draps et qu'il monte. Et c'est un bruit qu'on a entendu tout le temps, qu'on adorait. On pensait que c'était les mains de Gérard sur le drap en lin qui... Voilà. Donc on arrive au mixage. Donc au mixage, c'est quand vous rendez les sons un peu égaux et tout ça. Et on n'entend plus rien, plus du tout ce bruit-là. On entend... Et alors Maurice dit au mixeur, mais il est où mon bruit de la mer, là, avec quand il monte, qui participe complètement à cette séquence, c'est vrai. Et le mixeur lui dit, bah, c'est le HF du gamin qui fait un bruit, en fait. Quand Gérard, il touche le micro, pas du gamin, ou le sien, je ne sais plus. Et donc, on l'a enlevé. Et donc, bon, vous l'avez entendu parce qu'on n'a jamais enlevé ce bruit. Mais effectivement, c'est le micro, en fait, qui fait le bruit des draps de lin. Non, mais cette séquence, elle doit énormément à Corinne, qui est... Puis, il y avait un vrai problème parce que dans La Maison des Bois, pour ceux qui l'ont vu, il y a la séquence de cette mère qui apprend que son enfant est mort et qui sort comme une folle dans la cour. Et donc Maurice ne voulait absolument pas tenter de ressembler en moins bien, en mieux, peu importe, à cette séquence de La Maison des Bois. Et en même temps, quand il rencontre Corinne Bourdon, il sent qu'elle a la capacité de faire quelque chose de ressemblant quand même si c'est pas la même situation. Et donc, elle le fait quand même. Et je me souviens à l'époque, dans les interviews, il disait cette fille, en parlant de Corinne Bourdon, elle est peut-être encore plus forte que Bonner, et pourtant Bonner. Oui, oui, mais d'ailleurs, elle joue la femme de Théo dans Van Gogh, où elle est incroyable aussi. C'est vraiment... Oui, enfin, pour Maurice, c'est une actrice la seconde où il l'apprend. Et oui, voilà. Pour toi, il est ressuscité, les gamins? Non, je pense, pour moi, elle le croit un instant. Voilà, ça recule. Non, je pense que pour personne, il est ressuscité. Yes. Elle a droit à un dernier instant avec son enfant. C'est ça je crois. Avant de vous laisser la parole, une question, parce que je me souviens aussi que de l'avoir entendu dire ça au moment de la sortie du film, quand il critiquait un peu son propre film, ce qu'il faisait toujours, parce qu'on ne peut pas dire qu'il était très complaisant sur son travail, il disait, si le film est peut-être pas aussi bon qu'il devrait être, c'est parce qu'il y a trop de techniciens qui jouent. Je veux dire, qui font les acteurs. Et bien sûr, il se mettait lui-même, il disait, y compris moi, naturellement, il se mettait lui-même dans les techniciens. Pourquoi faire ça? Enfin, pour poser la question simplement, pourquoi aller chercher le monteur du film, Yann Dedé, C'est Claude Berry qui fait le médecin au départ. Et en fait, ça va pas, et donc finalement, c'est remplacé. Mais c'est un ami, donc on peut parler. Si tu dis ça, j'ai presque envie de te dire, j'ai déjà vu Claude Berry acteur, et je le trouve un peu meilleur que Yann Dedé dans cette séquence. Peut-être que tu le trouves meilleur que Yann Dedé, mais en tous les cas, sans Anne Bonner, elle était beaucoup plus inspirée avec Yann Dedé qu'avec Claude Berry. Ah oui. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est ça aussi. Non mais tu vois où je veux en venir. Est-ce que c'est pour dérégler quelque chose? Est-ce que c'est pour créer de l'incident? Est-ce que c'est pour mettre des gens qui justement connaissent pas les trucs d'acteurs? Je crois pas. Enfin, à quel point c'est volontariste et concerté? Moi je vois bien maintenant en tant que productrice et tout, franchement, il n'y a pas une tonne d'acteurs dont tu as envie. Donc il y a un moment... parce que le rôle du marquis qui est tenu par le régisseur du film, Alain Arthur, c'était Stévenin. Bon, on a tourné. Et on ne peut pas dire que Stévenin est un mauvais acteur non plus. Mais ce qui supportait moins bien, c'est les gens qui arrivaient avec un bagage, on va dire. Ouais. Voilà. Et qui pensaient qu'ils étaient peut-être capables de s'en débarrasser avec Maurice, mais en fait non. Et
Et donc voilà, c'est là peut-être qu'il y avait une incompréhension. Hein. Mais même Sandrine, quand elle a découvert qu'il y avait un Arthur au maquillage, alors qu'elle avait tourné avec Stéphane 3 jours avant, elle n'était pas contente. Mais bon, on a été voir les rushs, et elle est revenue et elle n'a rien dit, elle a tourné. Non mais tu le dis bien, c'est un peu là où je voulais en venir. Les gens qui croient arriver avec un bagage... Qui croient arriver sans bagage, et qui vraiment on a un plus lourd qui croit peut-être. Non mais Stéphane pouvait faire des films qui ressemblaient à ceux de Maurice, mais ne pouvait pas en tant que comédien peut-être arriver tout nu. Et en même temps, un mec chargé comme Depardieu, finalement, y arrive. Et Sandrine, elle avait beaucoup tourné avant de revenir faire ce rôle. C'est plus les comédiens. Moi, je me souviens, Stéphane, c'était terrible parce que il était arrivé, il était venu me voir, il m'avait dit bon, alors qu'est-ce que t'en penses? Je mets quelle perruque? Tic, 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 tic. Il me montait 3 perruques. Enfin, il avait pas des perruques, mais je sais pas comment ça s'appelle, une moitié de perruque, quoi. Et je lui ai dit, tu sais, je crois que Maurice, il n'a pas du tout pensé cheveux, en fait, pour le rôle, quoi. Enfin, et je me disais, oh, c'est mal barré. Je me suis bien gardé de dire à Maurice qu'il m'avait parlé des perruques. Mais finalement, il y avait ce truc perruque un peu, même sans en parler, en fait. Voilà, je sais pas. Oui, mais après, il a pris, quand il prend Gérard Arsetti, il prend quand même, dans Van Gogh, il prend un mec qui a été transformiste. Il n'avait rien contre les professionnels non plus. C'est juste qu'il y a sans doute des professionnels avec qui ça ne collait pas. Juliette est là avec un micro, donc vous levez la main et vous posez votre question. Dernière question, Sylvie, avant de passer la parole à madame. Mais on va passer la parole à madame. Il y a des plans que je trouve très beaux et qui me paraissent... Alors, voilà, là peut-être aussi il aurait été critique, j'en sais rien. Peut-être qu'il se voit plus. Peut-être que dans d'autres de ces films, il y a des plans très sophistiqués, mais ils se voient moins. Là, par exemple, quand justement il y a ce plan sur Corinne Bourdon, et la caméra se tourne vers la cour de la ferme, il y a une sorte de travelling avant très léché. Enfin, il me semble qu'il y a des plans plus sophistiqués, plus fluides, peut-être une élégance un peu plus visible que d'habitude. Oui, ça s'explique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a la chance sur ce film-là, comme sur Police, d'avoir Willy Curran qui fait la lumière et Jacques Loiseleu, le génie du cadre, qui fait le cadre. Mais seulement le cadre. Et donc, évidemment, c'est le rêve pour Maurice. C'est-à-dire que Loiseleu qui le comprend sans qu'on parle, et qui donc a quelque chose de tellement gracieux à pouvoir suivre les acteurs, etc., et qui n'est que là-dessus, et la lumière de Tovoli qui évidemment magnifie le cadre de Loiseleu. Voilà. Madame. Alors justement, moi je voulais parler de ce zoom avant, puis cette charrette, enfin, qui arrive comme ça, enfin, il y a l'élégance là, d'un plan différent. Parce que je trouve, et peut-être que c'est comme un peu les dramatiques, c'est-à-dire qu'il y a comme des scénettes, c'est-à-dire il y a la scène avec Bouvet qui est essentielle, qui pointe, qui met la trame, qui pose la bascule du film. Mais avant ça même, ces vitres à travers lesquelles on ne voit rien, c'est suspens, enfin il y a quelques meubles qui vont attraper l'œil, un tableau, et ça reste beaucoup de dialogue, mais comme des scénettes. Et aussi c'est très très simple. Et je dirais que Bernanos, presque, c'est un fait divers. Et je trouve qu'il le traite comme ça. Et il a cette chance, avec un très grand comme Depardieu, d'avoir quelqu'un, au fond, comme s'il venait de faire son premier film. Et il arrive à ça. Et là, il me fait beaucoup penser comment il s'appelle, à Jean Eustache. C'est-à-dire, tous les deux, là, sont dans... C'est pas du naturalisme, enfin, je dirais presque du cinéma avec une immense simplicité, dans des thèmes immensément complexes. Et tous les deux y arrivent, avec sans sépia, avec même des procédés plutôt... Enfin, c'est banal, c'est pas... Mais voilà, avec une profondeur. Et tous les deux y arrivent comme ça, et c'est très fort. Et je dirais que moi, j'étais très contente de l'interprétation du médecin.
parce que tout est dans, même le marquis, il fait pas des gros plans sur eux, il reste vraiment sur des gros plans sur Sandrine Bonnaire, vraiment, et essentiellement. Mais ce qui l'attrape c'est juste. Et parce qu'on a peur, parce que parfois on a un petit peu peur, mais il va nous donner juste la justesse du personnage avec un. Donc voilà, mais c'est très subtil, quoi. Et je pense que là, quand vous parlez de quelque chose dans les vagues, c'est aussi quand il retire le drap. Oui. Et là, il y a un son. Il y a toujours le même micro à chaque fois. Ouais. Et il y a ce son. Voilà. Donc moi, et en plus, ça me ramène à Jean Eustache, donc c'est génial, parce que tous les deux sont des frères de cinéma, quoi. Enfin, il y a quelque chose de très... C'est sûr. Voilà. Rosier, lui... Et ils ont travaillé ensemble, oui, bien sûr. Maurice a joué dans ces... Ben, oui, mais on a oublié de parler aussi que j'adore, c'est l'apparition de Sandrine dans la chambre de Gérard, qui est... Il ne peut pas y avoir plus simple. Et qui est en même temps totalement fantastique. Ou même le regard qu'il a, lui, quand il est en train de servir la messe, pour une scène qui se déroule peut-être à la même heure, mais certainement pas dans le même espace. C'est-à-dire entre Mouchette et le marquis. Et le regard qu'il a comme au-delà du plan, comme s'il pouvait voir au-delà du cadre, est assez extraordinaire, effectivement. Et ça, Madame a raison, d'une grande simplicité, et pour le coup, parfaitement troublant. Oui, mais c'est ça, c'est que parfois, on a essayé plein d'autres choses pour la vision, par exemple, de Sandrine par Gérard dans sa chambre. Et finalement, c'est beaucoup plus magique que des choses plus sophistiquées. Un micro. Attendez, après, monsieur. Oui, je voulais vous poser une question de nouveau sur la scène de la résurrection. Quand on voit Ordette, par exemple, on a un choc. On ne s'attend pas à la résurrection. Quand on voit le film de Piala, je dirais que tout dans le film, dans la scène, nous amène à la résurrection. Elle est en quelque sorte un peu banalisée. Donc, est-ce que c'est intentionnel? D'autant plus que moi j'ai remarqué quand même qu'on voit bien qu'avant que Gérard Depardieu ne porte l'enfant, les yeux de l'enfant bougent légèrement. Donc, est-ce que là aussi c'est intentionnel ou pas? Non, c'est qu'on n'avait pas les trucages d'aujourd'hui, c'est tout. Non, pas du tout. Bah non, pas du tout. Il est censé être mort quand même. Donc non. Monsieur. Lorsque l'on écoute ces scènes entre ces deux prêtres, on voit ces longues tirades. Aujourd'hui, elles paraissent totalement irréalistes. Personne ne parle comme ça. Personne ne parle aussi longtemps. Et en récitant des textes d'un autre âge. Ça paraît complètement décalé et manquant de crédibilité. Est-ce que ça l'était... Enfin, c'est une impression personnelle, mais je la trouve absolument irréaliste. Est-ce que... et non crédible. Est-ce que c'était plus crédible que cela au moment où le film a été tourné? Je peux pas du tout vous répondre. Moi, je dis juste que ces gens-là, et je ne sais pas, moi, enfin, franchement, alors moi, je suis une éducation catholique, mais très légère. J'ai 14 ans avec un père tellement athée qu'il m'était même pas invité dans une église. Donc, mais par contre, je pense que c'est comme ça qu'ils se parlaient, d'entendre en étant... Donc je suis très loin d'être dans le ridicule. Enfin, pour moi, c'est ni ridicule, ni irréaliste, etc. Ça parle de choses qui sont absconses sans doute pour les gens qui n'ont eu aucune éducation religieuse. Mais je pense que quand on en a eu une, enfin, je sais pas si c'est pas du tout... enfin, c'est des sujets très forts, en fait. Et moi, j'ai pas de mal à me les traduire dans quelque chose qui ne serait pas religieux. C'est quelqu'un qui doute de sa vocation. Moi, ça me parle personnellement, et je trouve que la langue de Bernanos, elle l'exprime très bien, même si je fais abstraction d'une vocation religieuse. Voilà. Mais je ne peux pas répondre à votre question. Hein. En tout cas, je ne pense pas qu'en 87, c'était moins chiant et réel qu'aujourd'hui. Je pense que c'était pareil. Ce qui est très étrange, c'est plus sur la religieuse, par exemple. Vous voyez, la religieuse de Diderot,
que ça soit interdit en 60, c'est très étrange pour moi. Et effectivement, moi j'ai fait la religieuse aussi, Guillaume Niclot. J'avais beaucoup de mal à comprendre que ça soit si violent, mais parce que nous, déjà en 87, il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait fini, c'est que les gens ont très mal supporté que Piala s'empare de Bernanos. Mais il n'y avait pas non plus ce truc du moment de la religieuse de Rivette, où là c'était carrément interdit. Mais en 87, si Maurice s'est fait siffler, il y avait beaucoup pour Bernanos et beaucoup pour les cathos. Enfin, voilà, sauf qu'on avait quand même bougé un peu la ligne, mais c'était pas tout à fait fini. Donc, pour être clair, c'est pas Bernanos et les cathos, comme tu dis, qui le sifflaient, mais c'est parce que lui s'était déplacé vers eux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour revenir à ce que disait Madame tout à l'heure concernant Maurice Pialat et Jean Eustache, ils étaient amis et Maurice Pialat a eu un tout petit rôle dans Mes Petites Amoureuses, le deuxième long métrage d'Eustache. Voilà. Et à chaque fois que je vois Sous le soleil de Satan, ça me donne l'envie de revoir Thérèse d'Alain Cavalier, qui a eu aussi un prix à Cannes. Tout à fait. Alors je ne sais pas si c'était avant ou après, enfin Avant. Avant. Donc, attends, j'ai un petit doute. Ça peut être après. Oui, c'est après, je crois. Ouais, voilà. Et, Oui. Non, je confonds entre La Belle Noiseuse Van Gogh et puis... Le fait est qu'à l'époque, on parlait de retour du religieux. oui. Oui. Voilà. On va abonder dans ton sens. Oui, c'est vrai. Et je voulais aussi vous poser la question, mais vous y avez répondu partiellement, pourquoi le film s'est fait tellement hué à Cannes, et est-ce que ce scandale, entre guillemets, n'a pas influé sur les récompenses qu'aurait pu avoir Van Gogh après? Alors, je pense que ça n'a rien à voir les deux films. Van Gogh, c'est Polanski qui était président du jury et qui a tout donné à Barton Fink cette année-là et qui a osé dire qu'on aurait dû le faire en hollandais. Donc, que je vous passe. Mais alors qu'il a fait quand même des films en anglais de gens qui devaient parler une autre langue. Mais c'est pas grave. Simplement, c'est moins hué qu'on dit aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, la sensation canoise, et puis, enfin, ça a été sifflé, ça c'est sûr. Mais pas tant que ça, mais il y avait tout. Il y avait Toscan, la Gaumont, les Cateau, Bernanos, Maurice, les yeux noirs que tout le monde voulait récompenser, Montand qui faisait une belle 3 pieds de long parce que c'était pas du tout son truc. Un Français qui donne à un Français, ça n'arrive quand même jamais en général. Et voilà, je pense que c'était vraiment Klimov qui avait dit si c'est les yeux noirs, je m'en vais. Vous voyez, c'est toujours un peu particulier les jurys canois. Enfin, c'est-à-dire que voilà. Donc et puis bon, les siffleurs, vous savez un peu qui c'était, mais non, Van Gogh ça n'a rien à voir après. Enfin après, il y a des gens qui ont des palmes d'or 2 années d'affilée ou 3, enfin bon, mais c'était triste que Van Gogh ait rien, surtout du trou, mais ça n'a rien à voir, je pense, avec Satan. Pardon. Oui, bah de toute façon, c'est tout pareil, en même temps c'est la même personne, et en même temps, voilà, c'est différent. Oui, pardon. J'avais une question, moi, c'était sur par rapport à l'aspect mystique ou réalisme pour la séquence avec Jean-Christophe Bouvet. Moi, j'ai beaucoup pensé, en fait, j'adore vraiment cette séquence et je la trouve extraordinaire, cette errance avec cette lumière, cet espace. Je vous dirai un petit mot sur la lumière parce que c'est un truc très particulier. Et j'ai beaucoup pensé, en fait, à Sven Nykvist et au travail de l'étalonnage sur le sacrifice de Tarkovsky, où dans le film de Marker, en fait, ils sont en train de discuter justement parce que j'ai eu beaucoup de mal, moi, à rentrer dans le sacrifice, et la séquence de la bonne qui part, où en fait il y a un étalonnage où ils ont supprimé toutes les teintes de chair, et là Bouvet et Depardieu, les deux ils sont extrêmement fantomatiques, ils sont dans des carnations de bleu, et c'est extraordinaire. C'est parce que c'est une nuit américaine, et dès le départ Tovoli voulait faire toute cette scène de nuit spécifiquement en nuit américaine. Parce qu'il disait que ça donnerait quelque chose justement de l'ordre du fantôme, etc. Et donc il a fait énormément d'essais
Parce que ce qu'il voulait vraiment, c'est que la lanterne marque. Alors, si on fait une américaine, une bougie ou n'importe quoi ne peut pas marquer puisqu'on est en plein jour. Et donc, il avait fait plein d'essais et il a trouvé une formule pour que ça fonctionne. Et le problème ce jour-là, c'est que à la fin du plan, vous voyez, et d'un seul coup, il y a tout le ciel. Et donc, évidemment, l'idée de la nuit américaine, c'est qu'il faut qu'il y ait le moins de ciel possible. Mais c'est quand même ça qui donne l'effet, je pense, que sur les peaux ouais, enfin, vraiment, et ça, c'était Tovoli, mais c'est Willy Curran qui la tourne. Donc, vous savez comment ça peut se passer entre deux grands chefs opérateurs qui adorent tellement l'idée que celui d'avant a eu. Mais on a quand même gardé l'idée de Tovoli. Ceci dit, après ces plans si serrés, monsieur a raison, Oui. la découverte du paysage, mais ce plan est sublime, quoi. Oui, mais ça vient d'une nuit américaine presque, je dirais, ratée. C'est-à-dire le truc qui ne doit pas t'arriver. C'est que d'un seul coup, parce qu'il faisait sans doute un temps d'abord gris, qui d'un seul coup s'est mis à être... Et oui, c'est fou. Et d'ailleurs, toute l'errance après de Gérard, quand il rencontre ce maquignon dans la lande, enfin, on se demande s'il a rencontré cet homme, en fait. Toute la séquence est complètement rêvée, presque. L'église, sacrifice, tellement beau. Concernant les ellipses de temps dans le film, elles ne sont pas du tout montrées. Non. Reprends la question de monsieur parce qu'il n'a pas eu de micro. Alors, monsieur demandait si les ellipses du temps étaient montrées. Ben, non. Non, je disais. Ah bon, c'est pas ça. Je disais justement que toutes les ellipses de temps ne sont jamais montrées. Ah non, mais Et on passe d'une époque à une autre, comme ça, par un cut, quoi. oui. C'est une ellipse, en fait. Mais, Non, je blague. Mais oui. Mais aussi, vous avez vu à la fin, il y a écrit Sandrine Bonnet à tablier Pasquini Riquel. Je suis très fière parce que c'est moi qui m'en suis occupée. Mais parce qu'à un moment, enfin, c'était vraiment aussi, comme cela a été dans Van Gogh, de ne pas faire un film à costume où on a l'impression que les gens ont mis un truc qu'ils n'ont jamais mis de leur vie, en fait. Et de toujours penser que quand on tourne au moment où on tourne, c'est moderne. Que l'époque à laquelle on tourne, elle est moderne au moment où elle est. Et donc c'était je pense jamais qu'on est en train de se dire, voilà, Sandrine, la vie est bizarre. Mais c'est vrai qu'au début, quand elle est arrivée avec les costumes vraiment d'époque, on avait l'impression qu'elle sortait du musée Grévin, en fait. Et c'est la même chose. Et c'était l'époque, cette année-là, chez Riquel et d'autres, de jupes très longues et voilà, qui fonctionnait finalement très bien. Et il suffit d'habiller une ou deux personnes vraiment époque pour que tout... parce que la soutane, ce qui est génial, c'est que c'est toute époque. De ce point de vue-là, le plan tout simple et il est vraiment inoubliable parce que j'ai vu le film à sa sortie, c'était il y a presque 40 ans quand même, où elle nettoie son soulier plein de sang dans ce petit ruisseau. On a l'impression vraiment que c'est une enfant sauvage, enfin ce qui est beaucoup dit par le dialogue, etc. Mais les cheveux voilà, qu'elle a comme ça, ce plan c'est l'enfant sauvage, on a toujours appelé le plan de l'enfant ce plan sauvage. est inoubliable de force et puis d'étrangeté aussi. Pardon, Oui, madame. alors ma question, maintenant elle n'a plus lieu d'être, c'était que faisait Sonia Rykiel au générique. Enfin, c'était pas le style de Maurice, mais je comprends, et en fait c'est une très bonne idée. C'est Non, mais en fait, un c'est- apport ouais, formidable. parce que Parce que c'est- quand j'ai vu au générique Gilles Noir, je me suis dit, ouais, elle est forte. Et après, j'ai vu... Et c'est très bien. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai dû rentrer à Paris très très vite pour trouver autre chose parce que ça commençait à faire tout un truc que Sandrine était habillée comme, enfin, un truc trop époque, et puis époque sans argent, vous voyez ce que je veux dire, donc, et parce qu'on peut être tout à fait époque et que ça passe comme quelque chose de contemporain à cette époque, parce que l'idée c'est pas de faire, c'est pas l'idée de mettre des baskets et des macarons, je veux dire, c'est qui est tout à fait ok, autre chose, mais qui est du coup volontairement de ne pas ancrer dans... Non, là pas du tout, c'était pas pour faire l'anachronisme, c'était vraiment pour que tout le monde se sente bien et qu'à l'image on n'ait pas l'impression d'un truc empoulé dans lequel voilà, ça collait pas. Et donc
Moi, je me souviens. C'est-à-dire la maille, c'est pas mal la maille pour ça. Oui, moi je voulais savoir, pour revenir par rapport à ce que vous avez expliqué sur Cannes, comment Maurice Pialat l'a vécu de l'intérieur, en fait, entre l'ambiguïté d'être sélectionné dans un grand festival, de remporter donc la Palme, donc c'est extraordinaire par rapport à la notoriété et la reconnaissance de ses pairs internationaux, et en même temps cet accueil, enfin voilà. Donc comment lui finalement, est-ce qu'il s'en amusait, est-ce qu'il était peiné, comment lui de l'intérieur vivait ça? Je ne vais pas vous la raconter parce que là vous pouvez rester une bonne demi-heure parce que la Palme d'Or c'est une histoire en soi. Donc nous on n'est plus du tout là, on s'est barré parce que ça s'est très mal passé. Mais Maurice il avait un oncle à Bandol, donc il décide parce qu'il voulait écrire un truc sur la famille, etc. Donc il dit on va aller le voir et on décide donc de partir de Cannes pour aller à Bandol en voiture et de prendre aussi pour la première fois le TGV. Qui était TGV qu'entre Lyon et Paris, mais de faire un Marseille-Paris en TGV. Voilà, c'est l'idée. L'idée de revenir pour prendre un prix, elle est totalement absente de notre tête, étant donné que le film avait été reçu quand même très très moyennement. Et ah oui, et donc nous sommes à Bandol. Je vais essayer de faire court. Nous sommes à Bandol. On voit son oncle, et on décide avant d'aller prendre le TGV de manger une bouillabaisse chez Michel. Et le matin à l'hôtel, j'entends sur France Inter, lui il prend sa douche, moi j'entends sur France Inter, ah et le soleil de Satan reviendrait dans le palmarès. Bon, je me tais, mais j'entends, et du coup, il n'y a pas de portable, hein, mettez-vous ça en tête, et donc je laisse à l'hôtel pendant qu'on va chez Michel, le numéro de chez Michel, au cas où on nous appellerait, je dis. Je ne dis pas du tout à Maurice, et donc on va manger la bouillabaisse, super. Évidemment, moi, pendant toute la bouillabaisse, j'attends que le téléphone sonne chez Michel, ou le téléphone, comme c'est un restaurant super connu de Marseille, sonne tout le temps, en fait. Et c'est vrai que je suis... donc chaque fois que le téléphone sonne, je suis un peu comme ça. Maurice me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, rien du tout. Et puis, à un moment, le téléphone sonne, mais il doit être 15h, on est à ça de s'en aller, de payer et de prendre le train. Et je vois le mec qui cherche dans la salle... Et donc je lève un pauvre bras, il fait Pialat, oui, il me dit cabine, parce que donc il y avait une cabine de téléphone dans le resto. Et là je quitte la table, je vais dans la cabine, et là c'est l'attaché de presse qui me dit mais vous êtes où? Et je dis on est à Marseille, mais faut pas me dire, il y a un prix. Voilà. Alors on vous dit pas que vous avez la Palme d'Or, hein, ça je confirme, on ne sait pas, c'est gros, il dit, c'est gros alors qu'il n'en sait rien. Donc je reviens, je dis à Maurice, bon c'est Claude, alors lui il comprend même pas comment Claude a pu nous joindre, peu importe. C'est Claude, mais d'ailleurs il trouve pas ça spécialement bizarre non plus. Je dis c'est Claude, il dit qu'il faut revenir parce qu'il y a un prix. Alors Maurice me dit demande-lui s'ils ont rappelé Gérard. Alors je retourne dans la cabine, s'ils ont rappelé Gérard, il dit oui. Alors je reviens, je dis oui. Ben alors moi le prix d'interprétation il peut se le foutre au cul, je te le dis. Voilà. Et bon voilà, bref, on y va quand même. Et finalement là on se rend compte que Marseille-Cannes c'est loin. Donc je bombarde au volant, tout ça. Et donc on arrive, et évidemment vous arrivez, qu'est-ce qui se passe à Cannes? Vous prenez la croisette, et il y a les gendarmes qui vous arrêtent très tôt pour faire un grand détour. Et en fait, nous attend au Majestic pour qu'on se change. Et donc là c'est très drôle parce que... Donc on arrive, on avait loué une décapotable, s'il vous plaît, et donc on arrive... Et donc c'est moi qui conduis, et donc le mec, c'est des CRS à cordon, enfin ils font comme ça pour qu'on prenne. Et donc je commence à lui expliquer, non mais on nous attend, etc. Et le mec, il même pas, il me parle, et il y a Maurice qui lui dit, je viens chercher la Palme d'Or. Et le gars nous laisse passer alors que il sait pas du tout qui c'est qui vient de lui parler et tout. Et donc on arrive jusqu'au parking Majestic, on se change dans la rampe du parking et on monte et on salue tout le monde et Gérard est là, et Gérard il était en train de faire une cure d'amaigrissement. Il était énorme, il avait le bouton de... Je sais pas si vous vous souvenez d'un truc, une pub pour Terfort, où on voit le bouton. Et je pense que la personne en face de lui aurait crevé si le bouton avait sauté. Hyper emmerdé parce qu'il sentait bien qu'évidemment le prix d'interprétation ça allait pas ravir Maurice, enfin bon bref. Et devant nous, il y avait Mastroianni et Mikhalkov pour Les Yeux Noirs qui étaient l'immense favori. Et donc bon, les prix déroulent. Et à l'époque, prix d'interprétation masculine et Palme d'Or, c'est les deux qui se suivent.
Et donc, prix d'interprétation masculine, Marcello Mastroianni, et donc il ne reste plus qu'un prix, quoi. Et du coup, voilà. Tout ça pour répondre à votre question. Maurice, qui est loin du gars de la punchline, il a un esprit d'escalier, c'est-à-dire qu'il commence là, on ne sait même pas où est la fin de la phrase. Eh ben, il a sorti il a eu quand même que 5 mètres, parce qu'il n'y a pas pensé avant, franchement, je vous assure, pour sortir sa phrase, parce qu'il ne pensait pas non plus qu'il serait sifflé. Donc, en fait, entre le moment où il se lève, c'est sifflé, et où il doit dire une phrase, je pense que c'est la seule fois de sa vie où il a fait comme une pub, en fait, de cette phrase qui est restée aussi longtemps en la disant d'un seul coup. Pardon ? Oui, si vous, enfin, toute la phrase qui en fait est, je suis surtout content ce soir pour les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et je peux vous dire que si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. C'est quand même une phrase alambiquée. C'est pas du Bernanos, mais enfin bon, c'est quand même un truc. Et c'est sorti d'un coup. C'est assez drôle. Non, il a été très peiné pour répondre quand même. Oui, ça applaudissait autant que ça sifflait, mais moi après ça dépend où est le micro. Deneuve était super, mon temps est très emmerdé, et voilà, bon. Et après on a su plein de choses, mais juste au Klimov, quoi, c'était vraiment l'URSS. Hein. Il n'y a pas de portable et c'était l'URSS. Ça vous ramène un peu en arrière, mais donc Klimov était plus officiel que le soi-disant rebelle Mikhalkov. Et donc c'était vraiment ça qui a fait que... Et il y avait 2 Français dans le jury qui, pour malin, avaient dit on ne met pas Satan tout de suite, on verra plus tard, pour pas faire Chauvin, d'autres de trucs, enfin voilà. C'était Montand et qui ? C'était Montand et Daniel Heyman. Ah, Daniel Heyman. Oui, du Monde, la critique du Monde. Grâce lui soit rendue. Et par ailleurs, pour vous répondre, monsieur, et sans faire de peine à qui que ce soit, le public du Festival de Cannes, et surtout de cette soirée-là, de la soirée de clôture, c'est pas le public de la Cinémathèque française. Voilà. Pour le dire simplement. Non, mais il y avait les journalistes, il y avait... c'était beaucoup... Comment il s'appelait, celui qui faisait le divan, là ? Chapier. C'était le lanceur de sifflets. Non, Chapier. Non, mais ce qui a aggravé les choses, mais toi, je sais pas, tu étais peut-être en coulisses, c'est que juste après, ils sont allés répondre aux questions de William Lémergie. Non, mais ça c'est après, c'est beaucoup plus tard. Le mec lui dit, Maurice Pialat, évidemment, comme d'habitude, vous avez gâché la fête, franchement, il n'a rien fait. Oui. Donc, voilà. Et c'était la première palme d'or française depuis Un homme et une femme. Qui était une demi-palme, comme disait Maurice. Oui. C'est vrai, t'as raison, c'était une demi-palme. Tandis que là, c'était une palme entière. Voilà. Bon, une dernière question ? Ou non ? Eh ben non. Merci beaucoup. Merci infiniment, Sylvie.